Merci. Bienvenue pour cette présentation sur Zero Knowledge et IA et comment on peut essayer d'avoir une bonne expérience utilisateur sans sacrifier la confidentialité des données. Bon, alors je vais passer assez rapidement sur l'introduction. Ça, je pense que tout le monde sait à peu près. Les LLM, c'est super puissant pour faire plein de tâches, comme lire des documents, analyser des logs, écrire du code. Mais niveau confidentialité, c'est pas vraiment ça. Hein, c'est un aspirateur à données. Ça peut être responsable de fuite de données, comme par exemple des clés d'API qui auraient traîné directement à l'intérieur. Et ça peut poser aussi des questions sur la souveraineté des données. Hein. Je pense que récemment, le cas Fable avec Claude, avec Anthropic, nous a donné un petit aspect. Alors pour ça, il y a une solution partielle qui existe, hein, c'est les modèles open source. Donc au début, c'était vraiment pas ça, hein. C'était très mauvais et c'était assez lourd à faire tourner. Maintenant, le hardware, il a quand même pas mal évolué. Il y a eu des rotations d'ordinateurs et surtout, on commence à trouver des modèles entre 10 Go et 30 Go qui sont assez passables pour faire des tâches relativement simples, voire même des fois assez intermédiaires en termes de complexité. Et ils ont surtout beaucoup plus de contexte. Hein. Je pense qu'on a commencé dans les 30 K de fenêtres de contexte. Aujourd'hui, on est plus à 128 K, 256 K. Donc, basé sur ça, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux, on peut faire de l'IA confidentielle, parce que le plus intéressant, c'est aussi de ne pas pouvoir voir actuellement ce que traite l'IA, de ne pas directement accéder aux données qu'elle manipule. Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Alors avant ça, je suis désolé, je vais vous imposer un laïus sur la VRAM et les cartes graphiques, parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de déterminer de votre côté quel type de LLM vous pouvez réellement charger. Donc, tout d'abord, vous pouvez essayer d'exécuter sur des processeurs des LLM, ça fonctionne, c'est juste excessivement lent, et nous, on veut quand même une réponse relativement rapide, donc très vite, une carte graphique, ça devient nécessaire. En plus de ça, dans la VRAM, il va y avoir 3 composants des LLM qui vont être principalement chargés. Donc, d'abord, les poids du modèle, directement. Ensuite, il va y avoir une partie qui s'appelle le KV cache. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, mais c'est simplement une étape qui permet au LLM de cacher les tokens et de ne pas avoir à recalculer de manière mathématique un certain nombre d'opérations qui sont très longues à produire. Et la dernière partie, c'est la fenêtre de contexte. Alors, je vous propose quand même une visualisation. Donc là, j'ai volontairement pas mis des gigas, un nombre de gigas de VRAM, etc. Parce que justement, ça va vraiment dépendre du type de hardware que vous allez sélectionner pour faire tourner ces LLM. D'abord, le poids du modèle, ça dépend vraiment de la taille du fichier du modèle que vous téléchargez. S'il pèse 10 Go, vous êtes à peu près sûr que ça va vous prendre 10 Go en mémoire. Le KV cache, il a une taille qui n'est pas négligeable, mais il a l'avantage d'être mutualisé avec tout le reste de la VRAM allouée. Donc, une fois qu'il est alloué, vous êtes à peu près sûr que ça prend une taille à peu près statique. Donc, la dernière partie, qui elle est beaucoup plus variable, c'est les fenêtres de contexte. Et donc en réalité, en faisant varier un certain nombre de paramètres, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de fenêtres de contexte disponibles pour un seul GPU. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y a des optimisations sur lesquelles on peut jouer pour avoir plus de fenêtres de contexte ou moins, en fonction des actions qu'on veut faire. Alors, un premier truc, c'est la quantisation. Donc la quantisation, c'est un mot compliqué pour simplement décrire une étape qui vise à arrondir les poids du modèle, à pouvoir les stocker en mémoire dans des espaces qui vont consommer moins. Plutôt qu'utiliser des nombres flottants, on va utiliser des nombres entiers. Et ça a un impact direct sur le poids du modèle qu'on charge, mais ça a aussi un impact direct sur la fenêtre de contexte, et ça permet d'avoir plus d'espace, tout simplement, pour moins de mémoire consommée. L'autre point sur lequel on peut jouer, c'est en fait la taille des fenêtres de contexte directement. Est-ce que vous voulez 8000 tokens de disponibles, est-ce que vous voulez 16 000 tokens de disponibles, tout ça va avoir un impact. Bien évidemment, plus la taille de la fenêtre de contexte est petite, plus vite elle sera occupée, et donc on risque d'avoir de moins bons résultats au bout d'un moment. Alors nous, de notre côté, donc on a été pas mal en collaboration avec AWS, et on a plusieurs options de hardware directement disponibles chez eux. La première qui nous intéressait pas mal, sachant qu'on a pas mal d'intégrations déjà faites de notre côté avec la chaîne, c'est les entrées Mitro. C'est extrêmement intéressant comme technologie parce que ça garantit un chiffrement directement au niveau du hardware. On ne peut pas s'amuser à dump la mémoire,
Mais en plus de ça, on a une intégrité cryptographique AMI. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros, AMI, c'est des images qu'on charge directement sur les instances. Et on va faire un petit hash qui va nous permettre de déterminer si oui ou non cette image a été modifiée entre-temps. Et s'il a été modifié, on ne charge pas l'image. Et donc ça a comme intérêt de nous éviter d'avoir des gens qui vont modifier le code avant qu'il soit directement exécuté. Pour faire ça. Donc tout ça, c'est vachement intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de GPU. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, on ne peut pas faire tourner nos LLM directement dedans. L'autre point, en fait, c'est des instances EC2 attestées. Alors, c'est à peu près la plupart des qualités qu'on peut retrouver ici. La différence qu'il n'y a pas d'intégrité du hardware. Donc, rien ne nous garantit que le GPU qu'on nous a alloué, c'est actuellement le même, hein, il peut changer au fur et à mesure. Par contre, il autorise les GPU, et ça, c'est quand même bien pratique pour ce qu'on est censé faire. Alors, plus concrètement, voilà le schéma d'architecture. C'est relativement simple. On a une extension web. Cette extension web, elle est capable de communiquer avec une instance Nitro, donc celle qui n'a que du CPU, et donc qui ne peut pas faire exécuter des LLM directement. Cette instance Nitro, comme c'est la plus sécurisée, c'est à elle qu'on va faire confiance pour accéder aux bases de données, et donc aux données des utilisateurs qui sont chiffrées et sur lesquelles on n'a jamais accès, on n'a aucune vue dessus. Il va aussi nous servir d'orchestrateur. J'en reparlerai un petit peu après, pour pouvoir justement manipuler un autre serveur, qui est le serveur d'inférence de l'intelligence artificielle, de LLM, et qui lui se situe sur une instance EC2 qui est attestée, hein, donc a un peu moins de contraintes de sécurité, mais bon, c'est quand même d'une part relativement sûr, et d'autre part, elle n'a pas accès au reste, et on est quand même un peu plus en sécurité comme ça. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, l'instance EC2, c'était attesté, le mot attesté est important. C'était ce qui nous permettait d'avoir le GPU plus la VRAM. Peut-être qu'on n'a pas toutes les garanties de sécurité, mais bon, au moins, le logiciel qui est chargé à l'instant T, on est sûr que c'est le nôtre et qu'il n'a pas été modifié entre-temps. Et puis surtout, il peut être couplé avec l'enclave pour accéder aux données des utilisateurs. Il faut pouvoir communiquer, du coup, entre ces deux instances. Et pour assurer cette communication, alors, j'espère que vous allez pouvoir bien voir de là où vous êtes, on a toutes ces boîtes qui s'enchaînent. Alors, tout d'abord, je vais rester assez abstrait, n'hésitez pas à me poser des questions après. On a une connexion TCP relativement classique. Et on va avoir besoin, pour des raisons reliées à Nitro, d'une WebSocket qui nous permet de manipuler du HTTP. Une fois qu'on a ça mis en place, il va nous falloir du chiffrement. Donc, nous, on passe par TLS. Alors, TLS, c'est très proche de SSL. Enfin, c'est la même chose, hein, très concrètement. Donc, ça va nous garantir d'avoir du chiffrement qui est post-quantique, qui est maintenant la nouvelle norme qu'on retrouve un peu partout. Même quand vous créez des clés sur GitHub, c'est à peu près ce qu'on va... Les clés SSA, c'est ça qu'on va retrouver. Et donc tout ça, c'est la partie infra pure, et derrière, on va avoir des connexions HTTP, tout ce qu'il y a de plus classique. Qu'est-ce que ça nous permet de faire comme ça? En fait, ça nous permet de nous abstraire de cette partie-là quand on code, et tout simplement utiliser des librairies en TypeScript, tout ce qu'il y a de plus classique, d'écrire du code relativement... où le but est de query un endpoint, et on n'a pas besoin de se poser des questions de sécurité et la complexité de comment mettre en place le chiffrement, le déchiffrement, c'est géré au niveau infra, et nous, dans notre code, c'est relativement simple d'aller au travers le code et de le lire, tout simplement. Donc voilà, ça ressemble un peu plus à ça, au niveau du schéma. Enfin, il y a la partie orchestration, donc je l'ai vaguement évoqué dans le schéma que je vous ai présenté avant. Donc cette partie orchestration, elle est hostée sur l'enclave Nitro, elle a un accès aux tools et aux bases de données. Alors les tools, leur but, c'est principalement juste d'avoir une interface pour permettre à un LLM d'accéder directement à nos bases de données, sans jamais que le serveur de LLM ait directement les accès. C'est quand même mieux. C'est lui qui reçoit les requêtes utilisateurs et qui va les agencer de telle sorte à créer une stack de messages avec tools ou des messages utilisateurs qui vont faire des va-et-vient avec le serveur de LLM et permettre d'exécuter l'ensemble de la requête. C'est aussi lui qui va récupérer le texte final
et le retransmettre au front-end pour l'afficher à l'utilisateur. Donc voilà, je pense que j'y fais un petit tour sur la partie purement IA confidentielle. Mais il y a tout un aspect aussi des LLM qui sont leur évaluation et les hallucinations qu'ils produisent. D'autant plus que, en fait, pour faire ça, on a des ressources GPU limitées, et donc très vite, on va devoir utiliser des modèles, comme je l'ai dit, un peu plus petits, et on va tomber dans des écueils assez classiques. La quantisation du modèle, donc arrondir les poids, c'est une méthode géniale, mais ça a pour effet secondaire de faire en sorte que votre modèle, progressivement, il va dériver beaucoup plus facilement. Il va produire des hallucinations, ou alors il va peut-être pas répondre à la question initiale. Donc plus on quantise, plus on a ce risque qui se produit. Et donc c'est un truc à prendre en compte. L'autre point, c'est la taille de la fenêtre de contexte. Donc très vite, si on arrive à très souvent plus de la moitié de l'occupation de la fenêtre de contexte, on va arriver à un LLM qui devient un petit peu bête, hein, disons-le très clairement. Je pense que tout le monde a eu l'expérience en utilisant même Claude ou un gros LLM. Il ne va pas réussir à produire le résultat attendu, il va oublier le début de son contexte, et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait éviter au maximum. Le dernier, c'est le choix du modèle. Bon, je ne donnerai pas mon avis tout de suite sur des modèles, ça, je vous laisse vous faire votre propre avis en fonction de ceux qui sont disponibles. Donc, pour pouvoir évaluer les modèles, on a décidé d'adopter un petit peu ça. Alors, il existe des librairies déjà existantes, si ça vous intéresse. Il y a LangChain qui propose des outils pour pouvoir créer des tests unitaires de LLM. Il y a aussi des choses comme DeepEval, si mes souvenirs sont bons. Nous, on a fait quelque chose d'un petit peu homemade parce que ça prêtait mieux à nos problématiques et notamment au fait de pouvoir se connecter à notre instance EC2. Donc, tout d'abord, ce que fait le truc d'évaluation qu'on utilise, c'est loader des données de test et les binder aux tools qu'on a. Comme ça, on ne charge pas des vraies données utilisateurs, on en génère ou on en crée basé sur le schéma, le format de données qu'on a pour chacun des tools. Et ça nous permet d'avoir des données qu'on peut réutiliser directement dans un environnement de test. Le deuxième aspect, c'est ensuite tout l'aspect connexion directement à l'instance EC2 qui est sécurisée. Donc, il y a toute une surcouche sur ça. Donc, on fait ça au travers d'une petite CLI locale. Une fois qu'on s'est connecté à l'instance EC2, c'est là que commence réellement le système d'évaluation. Puisqu'on va avoir une série de suites d'évaluation, en fait, de suites de tests différents, qui vont toutes devoir faire des assertions différentes. Donc, par exemple, la première, ça peut être une assertion sur les tools. S'assurer qu'on appelle bien chacun des tools attendus pour un prompt donné dans le bon ordre, et éventuellement qu'on ne les appelle pas en boucle, ce genre de choses. La deuxième, c'est est-ce que le LLM produit le format attendu, notamment si vous formatez du Markdown ou n'importe quel autre format. Disons que les LLM peuvent prendre des petites libertés, et donc c'est quand même bien d'avoir des petits tests pour s'assurer que, en règle générale, le système prompt garantit qu'on produit toujours le bon résultat. Ça, c'est des tests relativement faciles. On peut les faire avec du pattern matching de test, des regex, des méthodes assez classiques. Bon, très vite, il y a un autre type de test qui va être important, c'est s'assurer de la qualité de ce que produit le LLM. Donc pour ça, il y a une technique qui est largement documentée sur Internet, qui est le LLM as a judge. Hein. On va demander à un autre LLM de juger le résultat de ce que nous, on a produit. Et donc de là, vous pouvez décliner des batteries de tests, établir des scores et vous servir de ces scores pour savoir si oui ou non votre ensemble de tests y passe. À partir de là, on a toute notre test suite qui est passée, et donc on va réaliser un score. On va en compute 1, basé sur notre propre calcul maison et ce qu'on considérait comme le plus important. Et lorsqu'on a un score, on peut l'utiliser pour savoir si oui ou non les tests ont passé. Alors pourquoi on ne fait pas cracher les tests si tous les tests ne passent pas? Parce que comme les LLM sont non déterministes, très souvent, il y a au moins un test qui ne va pas passer. Et c'est assez normal, surtout sur la batterie de tests qu'on a commencé à créer. Donc, plutôt que de se dire on va avoir tous les tests qui passent, on va plutôt dire on doit avoir 80% des tests qui passent, 90% des tests qui passent.
Et donc, en gardant ce logiciel, en créant des batteries de tests, et en les répétant sur plein de configurations de LLM différentes, on peut trouver un juste milieu entre un modèle qui nous plaît, activer ou non reasoning, et un certain nombre de choses, comme tester des nouveaux systèmes prompts, et s'assurer qu'on n'a pas de régression. Alors bon, j'ai listé pêle-mêle plein d'idées pour réduire des hallucinations. L'une des plus évidentes, c'est garder des tâches simples, d'autant plus quand on joue avec des petits modèles. Derrière, si vous utilisez d'autres techniques d'orchestration, comme Claude Code par exemple, lui-même redécoupe le travail en des tâches plus simples. Il essaie de comprendre les sous-tâches que compose la question que vous lui avez posée. Donc, du coup, là, vous manipulez directement le LLM. Le but, c'est de lui demander de faire quelque chose comme résumer un texte, mais pas lui demander de résumer un texte, réaliser des calculs complexes et un certain nombre d'opérations, quitte à les enchaîner les uns après les autres et s'assurer que le résultat, s'assurer que la tâche reste toujours le plus simple. Il y a un autre point qui peut paraître anecdotique, mais pour nous, ça a eu pas mal de bons résultats, c'est en fait de répéter des gardes clairs et de s'assurer de les avoir en plusieurs exemplaires, on va dire, dans le système prompt. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, les LLM, c'est comme un énorme graphe de mots qui sont liés les uns avec les autres, et on a tendance à beaucoup plus concentrer les réponses du LLM sur on va dire un champ sémantique particulier, basé sur les données qu'il a. Et donc, ça l'amène à chercher, on va dire, dans sa mémoire, à des endroits où il y a plus de chances d'avoir la bonne réponse. Je simplifie par abstraction, je ne suis pas sûr qu'elle se tienne parfaitement, mais dans cette idée, répéter plusieurs fois le même mot pour limiter la taille de ce que va vous produire un LLM, sachant que les LLM, c'est très verbeux, ça peut plutôt bien marcher. Il y a limité l'occupation de la fenêtre de contexte, donc ça, j'en avais déjà parlé. On peut jouer sur des paramètres, comme par exemple la température des modèles. Donc la température, c'est un paramètre, plus il est bas, plus il fait froid, plus le modèle est formel. Plus il est haut, plus le modèle est créatif. Et donc dans l'idée, si on baisse un petit peu la température sans la mettre à 0 non plus, parce que là, il va se mettre à répéter tout le temps la même chose, ça peut permettre d'avoir des résultats un peu plus déterministes et moins de chances de commencer à générer des titres différents que ceux qui sont attendus, inventer des choses qui ne seraient pas forcément dans son système prompt ou dans les données qui ont été retrouvées. Il y a aussi limiter les tools qu'on a, ou alors les charger dynamiquement en fonction des besoins qu'on a, d'autant plus quand on utilise des plus petits modèles, des plus petites fenêtres de contexte. Chaque description de tools finit dans la context window, et ça implique que ça prend de l'espace, et donc très vite, ça peut la saturer. Enfin, j'ai noté avoir des tools qui réalisent un maximum de tâches complexes. Ça se relie avec garder des tâches simples. Si vous prenez une énorme base de données de log et que vous demandez à un LLM de passer au travers toute la base de données de log, il va avoir du mal. Si vous créez un tool qui lui renvoie une agrégation, ça limite fortement la taille en réalité de ce que vous passez en entrée. Et vous arrivez à une taille qui est quand même de tokens consommés qui est quand même beaucoup plus petite. Alors ça, c'est des idées d'amélioration qu'on a plus ou moins commencé à expérimenter, dont certaines nous convainquent, d'autres un peu moins. Alors, la première, c'est le RAG. Le RAG, ça devient très souvent, j'entends dire que c'est de moins en moins utile, c'est vrai pour des modèles avec des très grosses fenêtres de contexte. La nôtre, elle n'a pas une très grosse fenêtre de contexte, donc en fait, c'est toujours utile pour avoir des informations liées, par exemple, à la business logic de Dashlane. Est-ce qu'une feature existe, quitte à la conseiller à nos utilisateurs ou non? Et ben ça, il risque de l'inventer. On l'a expérimenté malgré nous. Donc du coup, avoir des racks comme ça permet, y compris pour des petits modèles, de potentiellement donner plus de contexte d'information et de ne pas avoir à tout charger directement dans la contexte window. Ensuite, il y a le fine-tuning. Fine-tuning, mais on est sans data, on ne peut pas collecter les données, c'est tout l'intérêt d'exécuter ça dans des enclaves Nitro. Et donc, du coup, ça nous limite un peu. Alors, de là, on a plusieurs options. On peut générer des données, quitte à produire des biais, et à présupposer de ce que nos utilisateurs vont poser comme question.
Ça peut marcher, quand même un minimum. Et puis, dans tous les cas, il y a des outils comme Unslot qui permettent de fine-tuner les modèles, qui proposent des datasets déjà préfaits sur un ensemble de tâches qui sont plutôt communes, comme par exemple analyste financier. Donc, si c'est ça dont vous avez besoin et que vous voulez fine-tuner, c'est possible avec des outils et des datasets déjà existants. Il y a une autre option auquel on réfléchit, mais qui d'une part est complexe techniquement à implémenter et d'autre part a des risques de sécurité réels. C'est du federated learning. Donc c'est à chaque fois, chez chaque admin, chaque personne qui va utiliser notre LLM, à chaque fois qu'une inférence va se produire, on va prendre les questions et les réponses et on va les transformer en des vecteurs et on va les stocker. Alors, on peut établir une étape d'anonymisation avant, c'est même très fortement souhaité. Ça, c'est pas mal, parce qu'ensuite, on peut les récupérer, réentraîner un modèle à partir de ça, le fine-tuner, complexe à mettre en place. Par contre, on peut reverse engineer un modèle de LLM, on peut lui poser des questions, et à force de lui poser des questions, on peut retrouver les données de son dataset. Et on n'a pas forcément envie de retrouver les données du dataset, plus précisément les données de nos utilisateurs, si jamais on lui pose des questions. Donc ça pose des vraies questions de sécurité. On essaie encore de voir si on pourrait le faire de manière fiable. Je vais conclure rapidement sur l'idée que IA confidentielle, oui, c'est tout à fait faisable en utilisant des enclaves dès lors que des GPU sont disponibles et qu'à échéant, on peut trouver des modèles relativement hybrides comme ceux qu'on vous a montrés. Il y a plein de cas d'utilisation possibles. On peut penser dans le domaine médical, par exemple, à des logiciels dont on veut que le LLM puisse accéder à des données, mais qui soient détenues que par un médecin ou un patient et dont les personnes qui font le logiciel n'ont jamais accès à ces données. Donc ça pourrait être un cas d'utilisation très concret. Il y en a d'autres. Et surtout, ça nous permet de conserver notre architecture Zero Knowledge. Et ça, c'est quand même intéressant parce que c'est protecteur pour les utilisateurs, mais c'est aussi protecteur pour nous, parce que on ne les détient pas, les données. Donc, s'il y a une faille de sécurité, oui, on va la fixer. Mais on est quand même plus serein sur l'idée que cette faille ne pourra pas permettre d'accéder aux données des utilisateurs. Et en plus de ça, ça fait de nous une cible un peu moins intéressante. Et donc, je ne dis pas qu'on est laissé tranquille par les hackers, mais on est quand même un peu plus tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Est-ce qu'on a des questions? Ils ne sont pas super réveillés aujourd'hui. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Et du coup, je me demandais, c'est quoi votre cas d'usage à vous de ces modèles locaux? Vous faites quoi avec ça? Alors, nous, on l'utilise, donc on a des interfaces administrateurs auxquels des administrateurs peuvent accéder pour gérer de la chaîne à l'échelle d'une entreprise. Et donc, dedans, il y a une série de statistiques qui peuvent être liées à quel point les employés ont mis des mots de passe sur des sites de phishing ou ce genre de choses. Donc, tout ça fait des grosses agrégations qui ne sont pas forcément faciles à lire pour un administrateur. Et l'idée, c'est d'avoir une interface à qui on peut juste demander et qui nous permet, en utilisant un certain nombre de tools, de faire des rapports qui expliquent les risques de sécurité pour tel utilisateur, expliquent s'il y a des domaines qu'on aurait détectés comme du phishing ou ce genre de choses. Merci. Une autre question? J'ai une petite question sur la partie LLM as Judge. Oui. Est-ce que ça vous arrive de regarder ce qu'il a validé ou pas validé, et du coup, comment vous vérifiez ça et quels sont à peu près les niveaux de fiabilité, on va dire, de quand c'est un LLM qui juge justement les retours d'un autre LLM? Alors c'est une bonne question. Oui, ça arrive qu'il y ait des erreurs. Du coup, on n'est jamais à l'abri de ça. L'une des techniques les plus simples, c'est d'abord, on fait en sorte que le LLM, le juge, du coup, il formate un maximum la donnée, de telle sorte à ce qu'elle soit très rapide à lire. Et à ce moment-là, si on a un vrai doute, notamment on connaît un petit peu le niveau de données de test maintenant, on retourne directement sur le test et on se rend compte qu'il est flagué comme pas bon. Et surtout, en fait, on utilise un LLM bien meilleur que celui qu'on a actuellement, un qui, pour le coup, a beaucoup de contexte et qui va nous garantir des résultats un peu meilleurs.
D'autant plus que finalement, c'est pas tant de token qu'on lui demande, on le cadre avec un système cron, donc c'est forcément une télé aussi. On ne va pas créer un énième LLM as a judge pour juger le jeu. Mais oui, c'est un risque qui peut arriver. Et c'est aussi pour ça qu'on a un intérêt à avoir un score non déterministe à la fin, enfin, validé à partir d'un threshold plutôt que se dire. Voilà. Et tu as un chiffre en termes de pourcentage, typiquement, de ce qui. Est-ce que vous avez la visibilité sur les fois où il se plante, du coup, cette partie juge, ou est-ce que ça dépend de l'élève que vous allez utiliser pour le juge, enfin, est-ce que vous avez des métriques là-dessus? J'avoue ne pas en avoir. Je n'en ai pas. Je peux vous dire qu'on utilise Claude Sonnet en grande partie parce que c'est un bon rapport qualité-prix sur une tâche relativement facile qui va réussir beaucoup mieux qu'un LLM qu'on pourrait self-hoster nous-mêmes, sauf si on prend un LLM très haut de gamme. Pour l'instant, ça c'est une partie où on y va encore pas mal à la main. En règle générale, il ne se trompe pas trop. Surtout, on a généré beaucoup de trucs, donc on a éliminé et des mauvaises réponses que produit le LLM et des mauvaises réponses que peut produire le juge. En règle générale, ça va, je pense que dans les 80% du temps à peu près, en gros, il réussit largement. Et quand il se trompe, c'est souvent sur un petit détail, et on fait en sorte qu'il faut plusieurs détails pour invalider, et pas juste un petit détail mauvais. Et donc ça limite encore plus les cas où vous avez des réponses. Ok, super, très clair. Est-ce qu'il y a une autre dernière question qui a émergé entre temps? Non, c'est bon. Ouais, super. Bonjour, j'ai juste une question rapide. Je peux parler. Dans les deux. Du coup, vous avez utilisé serveur de CD pour déployer des modèles LLM et puis après générer des cas d'usage. Du coup, je voulais savoir si en choix de techno, vous avez aussi des services comme Bedrock ou qui sont disponibles chez l'US. Vous voulez faire le choix vous avez décidé de partir vers un truc, faire tout à partir du Scratch au lieu de faire un truc serverless? C'est une bonne question. Ok, je n'ai pas nécessairement la réponse pour être tout à fait honnête, parce que je n'ai pas participé à ça. Est-ce que je peux avoir un sauveur dans la salle? Mais c'était prévu que je puisse avoir une question comme ça, et je me présenterai ce sauveur. Donc la question c'est est-ce qu'on a envisagé d'utiliser Bedrock, c'est ça? Ouais, bon, par exemple. Pourquoi En fait, tout le truc c'est qu'on veut que ça soit, ça tourne dans un environnement confidentiel. En fait, donc l'environnement confidentiel il est attesté à distance jusqu'au client, et donc on a des preuves cryptographiques au niveau du client que ce qui tourne sur nos serveurs c'est bien ce qu'on s'engage à faire tourner. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec Bedrock. Donc, est-ce que c'est pas visible? Qu'est-ce qui... Non, mais peut-être la base d'acteurs, dans le C2, peut-être c'est visible, on peut regarder ce qui est maintenant. Donc, quand peut-être on fait l'usage de Bedrock, c'est peut-être un boîte noire. Enfin, genre, je ne sais pas si... Bedrock, c'est une boîte noire de notre point de vue et du point de vue de notre utilisateur. Mais pour préciser, on n'utilise pas juste EC2, c'est des EC2 attestés d'instance, donc c'est une fonctionnalité relativement nouvelle d'AWS. Et du coup, il y a une garantie cryptographique que ce qui tourne, c'est bien ce qui est sorti de notre CI. Et ok, je pense que je comprends un peu. Après, il y a aussi l'aspect choix de LLM, modèle LLM. Vous avez parlé d'utiliser Sonnet. Et du coup, je ne sais pas s'il y a un trafic qui nous permet de faire un RAG sur Sonnet encore. Alors, c'est Sonnet pour le juge, mais on utilise pour l'instant Mistral. Les petites versions de Mistral. Et du coup, c'est facile à faire un RAG vis-à-vis du type d'utilisateur. Genre, si une personne pose une question sur un mot de passe, et cette personne-là n'est pas autorisée,
barre de mot de passe. Et du coup, comment vous faites un RAG qui, on sait que ce n'est pas la bonne personne, on sait déjà à l'avance. Alors, donc, bonne question. Dans tous les cas, le RAG, il ne va pas avoir cette capacité à faire cette assertion-là. Par contre, en fait, la feature qu'on propose, elle est disponible que pour des administrateurs de la chaîne. Donc, c'est géré en fait en amont, lié à nos droits d'utilisateurs pour chacun des utilisateurs. Donc, si vous êtes un employé qui utilise la chaîne à l'intérieur d'une entreprise, vous n'allez pas avoir accès à cette IA. Si vous avez les droits d'administrateur, ben là, vous pourrez accéder à cette information. Pour ce qui est des mots de passe, tout simplement, ils sont stockés localement. Ils peuvent transitionner de manière chiffrée pour être synchronisés sur un autre device. Mais à part ça, vos mots de passe, et y compris un administrateur, il ne peut pas y avoir accès directement. Et je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai des hésitations. Ça répond absolument, on discutera plus tard. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question par rapport au coût. Est-ce que par exemple, il y a du chiffrage, par exemple, si vous pouvez faire une mise à l'échelle pour des milliers d'utilisateurs de ce système, quelle est la différence de coût entre l'utilisation des EC2 à tester et l'utilisation des API? Alors, je crois que les instances EC2 à tester, c'est un petit peu plus cher. Est-ce que j'ai le droit de donner des spécifications techniques? Un facteur. Je peux donner. Mais en gros, on est à $1 par instance par heure de mémoire. Et on peut gérer 4 requêtes concurrentes par instance. Donc à partir de là, on fait monter le chiffre et ça donne une idée de combien de personnes. Et donc nous, on a un avantage avec la manière dont on tourne cette feature, c'est comme elle est utilisée que par des administrateurs, en fait, il n'y a pas énormément non plus de personnes qui l'utilisent. Donc à la fin, il y a un certain nombre d'instances qui sont déployées, mais ce n'est pas non plus une quantité astronomique. Il y en a un ou deux par entreprise en moyenne, on va dire, pour qui la feature est disponible. Pour le cas d'usage, ce n'est pas des problématiques. Pour le cas d'usage, Pour le cas d'usage de quelques utilisateurs, ce n'est pas des problématiques de coût, ce n'est pas de problématique de coût. en l'état, non. Merci. Pour nous. Merci, Marwan. Merci.